Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer, mais je crois que la tradition veut que ce soit le président du MEDEF qui dise les premiers mots pour présenter un peu le cadre dans lequel... Et ensuite, je prendrai la parole avec ma voix un peu cassée, vous me pardonnerez, mais je prendrai la parole. Mais la mienne ne l'est pas moins, donc voilà, nous pouvons faire un duo. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente d'ores et déjà mes excuses parce que je ne pourrai pas rester très longtemps avec vous. Et croyez-le, cher Olivier Guès, ça me frustre terriblement parce que je suis sûr que nous allons avoir une soirée absolument passionnante autour de vous, tout simplement. Mais j'en profite quand même pour dire combien cette maison MEDEF est soucieuse d'être hospitalière et d'accueillir qui le souhaite, pour commencer les chefs d'entreprise, mais cela va bien au-delà. Cette conférence, on peut parler de conférence ? Discussion. Oui, discussion. Cette discussion s'inscrit dans un cycle intitulé Un soir au MEDEF, qu'avec Garance Pinault, notre directrice générale, j'ai souhaité instaurer, et qui correspond à la préoccupation, au souci que l'on a de manière très forte au MEDEF, d'être toujours plus ouvert sur l'extérieur, autant que possible de comprendre ce qui se passe dans notre monde, et Dieu sait si notre monde, en tout cas c'est ma vision des choses, est à bien des égards à ce jour incompréhensible, je serais tenté de dire chaque jour un peu plus incompréhensible, donc raison de plus pour avoir l'éclairage éminent, avisé de personnalités de très haut niveau, et pour certaines assez décalées finalement par rapport à notre écosystème patronal. Alors, je n'ai aucun doute quant au fait que vous ayez parfaitement en tête les états de service d'Olivier Guès, mais je les rappelle quand même. Alors, je suis supposé les connaître, mais enfin, ils sont tellement longs et riches, ces états de service, que je me réfère à la note qu'on m'a préparée. Pour rappeler donc... D'abord que vous êtes un auteur à succès. Alors un auteur à succès, ça peut tout vouloir dire, mais en l'occurrence, c'est mérité. Je fais référence, et j'ai lu vos livres, et j'en dirai un mot pour essayer de vous prouver que c'est exact. Prix Renaudot pour La disparition de Joseph Mengele, adapté au cinéma. Il y a aussi une bande dessinée d'ailleurs sur Joseph Mengele qui est pas mal. Sinistre personnage, pas vous, Joseph Mengele bien sûr. Titulaire du César allemand pour votre film Fritz Bauer, un héros allemand, journaliste au New York Times, au Monde, au Point, au Frankfurter Allgemeine Zeitung, à Il Foglio, ce qui me vaut de signaler que vous parlez couramment l'allemand, l'italien, l'anglais, le français, ça va sans dire, que vous avez été jusqu'à ces derniers jours enseignant à Princeton, et puis que vous venez de publier un livre que j'ai trouvé, comme La disparition de Joseph Mengele, absolument remarquable et que je vous invite à lire, Mésopotamia, qui mêle la grande histoire, si l'on peut dire, d'une région qui, de nouveau, occupe l'actualité. Je veux parler du Moyen-Orient. Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, dans les années suivant la Première Guerre mondiale, avec une histoire très riche liée au démantèlement de l'Empire ottoman et au grand jeu auquel se livraient les puissances occidentales européennes à l'époque dans cette région. Donc mêlant cette histoire absolument passionnante et qui éclaire d'une certaine manière l'actualité, avec le récit plus personnel de la vie d'une personne qui a été, je dis ça à ma manière, vous corrigerez, qui a été l'alter ego féminin de Laurence d'Arabie, Gertrude Bell, si je me souviens bien, une femme absolument incroyable et qui a été très actrice de cette histoire. Lisez ce livre qui par ailleurs est remarquablement écrit, ça va sans dire. Ce qui nous intéresse plus directement aujourd'hui, c'est évidemment votre fine connaissance des États-Unis, puisque vous avez de l'intérieur en quelque sorte vécu en particulier la réinstallation de Donald Trump. Bon, le moins qu'on puisse dire, et ça n'est pas sans conséquence évidemment sur le quotidien de bon nombre de nos 240 000 entreprises adhérentes du MEDEF, c'est que nous sommes suspendus à ces décisions, à ces volte-face, à ces changements de pied, enfin on peut appeler ça un peu comme on veut. Très, très intrigué d'ailleurs de savoir si tout ça est savamment réfléchi, stratégique, ou si au contraire ça relève plutôt de l'intuition, de l'impulsion. En tout cas, c'est très déstabilisant pour nous tous, avec
à l'échelle de la puissance américaine, bien sûr, des conséquences mondiales. Donc nous sommes très curieux, très friands, très intéressés de vous entendre sur cette situation, l'interprétation, la compréhension que vous en avez. Et je finis en disant que il nous semble que dans un panorama mondial, européen, singulièrement français, donc difficilement déchiffrable, eh bien, il est non seulement de notre responsabilité et de notre intérêt, mais également de notre rôle, nous entrepreneurs, que de participer au débat public, au-delà de la compréhension de ce qui se passe autour de nous, parce que il nous semble, au risque de paraître un peu présomptueux, que ce débat public est assez confus, assez obscurantiste à certains égards, raison supplémentaire pour bénéficier d'éminentes lumières, si on peut parler ainsi, les vôtres. Merci infiniment d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci Patrick. Vous restez quand même un peu avec nous. Un petit peu, très bien. Bon. Alors, en préparant cette rencontre, hier, je demande à Olivier Guèze, hier, je lui dis, mais c'est quoi votre métier exactement? Il me dit, oh, j'ai pas de métier. Et on fouille un peu, oui, journaliste, écrivain, scénariste même d'un film qui a eu un prix. Pas de métier, c'est bien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est quand on l'a lu, que ce soit ses romans ou ses articles récents, beaucoup de talent. Et on va l'éprouver ensemble, ce talent. Alors, ce qui amène Olivier ici ce soir, Olivier Guèze ce soir, c'est effectivement le fait qu'il il rentre des États-Unis, où il a passé un semestre, invité comme ça se fait dans les grandes universités américaines, à Princeton, à New York, comme professeur intervenant sur la littérature française, je crois. Il va nous raconter tout ça. Et donc, vécu en direct, ce changement très important, l'arrivée de Trump. Moi, j'ai une question et demie à vous poser. Comment peut-on qualifier ce qu'il se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Trump? Et question subsidiaire, est-ce que ça peut nous arriver à nous de ce côté de l'Atlantique? Bonsoir, merci pour cette introduction. Cette question, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis ravi d'être là. Ce qui se passe aux États-Unis est assez difficilement définissable. Je pense que les Américains eux-mêmes ne savent pas ce qui leur arrive. Ce qui est clair, c'est qu'on est très probablement entré dans une nouvelle ère de la politique de la démocratie américaine, que Trump est le nom, la marque quelque part d'une révolution profonde qui n'est pas née il y a 6 mois, qui n'est pas née il y a 8 ans lorsqu'il est arrivé au pouvoir pour la première fois, qui, je dirais, est en germe à mes yeux depuis la décennie catastrophique, la première décennie du siècle. C'est-à-dire entre 2001 et 2008, toutes les assurances, tous les piliers de la puissance américaine s'effondrent quasiment. 2001, évidemment, c'est le premier choc. C'est l'idée de l'inviolabilité du territoire américain qui s'effondre avec les attaques spectaculaires sur New York et Washington, bien évidemment. Deuxièmement, ce sont les expéditions militaires en Afghanistan puis en Irak qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est la remise en cause de l'hyperpuissance militaire qui, même si les États-Unis dominent de la tête et des épaules le domaine militaire, ils n'arrivent pas du tout à atteindre leur but. Et en plus, ils sont humiliés. Ils sont humiliés parce qu'ils ont menti éhontément devant tout le monde et qu'ils n'aboutissent à rien et qu'ils finiront par quitter l'Irak péniblement. Et puis troisièmement, c'est en 2008 évidemment la crise financière des subprimes. Et donc c'est le troisième pilier, c'est-à-dire de l'hyperpuissance financière et de ce modèle de capitalisme américain finalement qui naît à la toute fin des années 70 et surtout au début des années 80 avec le néolibéralisme de Reagan qui s'effondre également. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que l'Amérique vit une crise hyper existentielle, que finalement Obama est une parenthèse d'une certaine manière, et que j'ai écrit un livre en 2011
Je qualifie souvent ce livre de mauvais livre intéressant. Je trouve qu'il n'est pas bien écrit, je trouve qu'il est mal édité, mais j'avais fait un long voyage aux États-Unis, de la frontière mexicaine en Arizona jusqu'à Chicago. J'avais traversé toutes les Rocheuses et toutes les Grandes Plaines et les Grandes Plaines en Ford Mustang, qui était un vieux fantasme d'adolescent. Et donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle American Spleen, et au bout de quelques mois de voyage, je suis rentré totalement déprimé, d'où le titre American Spleen. J'ai fait quasiment une dépression. C'est-à-dire que j'ai senti en fait que ce pays qu'on nous avait décrit et qui a été extraordinairement proche de nous à une époque, avec des valeurs, avec des personnages, des personnalités, une littérature, une culture, était en train de s'éloigner totalement de nous. Et c'était cette Amérique profonde. Mais cette Amérique profonde était finalement émaillé de groupuscules plus ou moins agités, plus ou moins en colère, plus ou moins perdus, égarés, mais il n'y avait pas de figure tutélaire. Évidemment, cette figure tutélaire va émerger, ce sera Donald Trump à partir de 2015-2016, après son humiliation au dîner de Washington en 2011 par Barack Obama. Donc, cette révolution que je n'ai pas encore définie et que personne, pour l'instant, ne peut véritablement définir. Elle est en germe depuis longtemps. Elle est en germe depuis au moins une vingtaine d'années, à mon avis. Il y a d'autres facteurs, on viendra peut-être là-dessus. Ce que je retiens, moi, en tout cas, de ces 6 mois pour l'avoir vécu au quotidien, c'est que je suis vraiment arrivé aux États-Unis 2 jours après l'investiture de Donald Trump, le 22 janvier 2025. Et j'en suis parti le 30 juin, puisque mon visa arrive à échéance le 1er juillet, à la veille de l'adoption du Sénat de la BBB, la Big Beautiful Bill de Donald Trump, qui est vraiment la mise en route, quelque part, de son programme d'un point de vue domestique. Ce qui est en cours, c'est une révolution nationaliste. Ça, c'est très fort, ça, c'est indéniable. L'Amérique de Trump redevient, pour la première fois peut-être depuis un siècle, l'Amérique était assez isoliste dans les années 20, même dans les années 30. En tout cas, depuis 1941, l'Amérique redevient une puissance nationaliste, une hyperpuissance nationaliste, dirigée par un homme qui partage beaucoup de traits communs avec les autocrates. On pourra revenir là-dessus probablement. En tout cas, j'essaie de donner un petit peu les grandes lignes. Avec un système économique et une société de plus en plus déséquilibrée, avec au sommet des gens richissimes, qu'on va appeler les oligarques, qui sont autour de Trump et qui ont fait alliance avec Trump, et en bas une société de plus en plus égarée, de plus en plus pauvre. J'écoutais une émission la semaine dernière sur la radio de New York. 50% des Américains aujourd'hui, en cas de coup dur, c'est-à-dire s'il faut dépenser $1000 pour n'importe quoi, une urgence médicale, que sais-je, la moitié de la population américaine ne peut pas se le permettre. Et d'un autre côté, le week-end en question, il y a 10 jours, Jeff Bezos se mariait pour $48 millions à Venise et privatisait une ville entière. Donc on a une société totalement coupée en deux. On a un pays totalement coupé en deux. 2 clans qui ne se parlent pas, qui se méprisent, qui se détestent littéralement et qui n'ont plus de terrain de jeu commun. C'est-à-dire qu'il y a des médias, c'est-à-dire que les médias démocrates parlent aux démocrates, les médias républicains aux républicains, et les médias MAGA, puisque c'est pas les mêmes que certains républicains. Je pense par exemple au Wall Street Journal, qui fait un travail assez intéressant, qui appartient à Murdoch, donc à droite, mais qui critique Trump. Et vous avez toute une sphère de médias MAGA, donc Make America Great Again, le parti derrière Trump, qui lui-même est totalement à part. Et donc en fait, vous avez comme des coureurs, chacun dans son couloir, et c'est une société qui ne se parle plus, qui se méprise, avec ce qu'on connaît depuis longtemps déjà, la côte est, la côte ouest californienne et l'Oregon, puis au milieu cette espèce de pays, espèce de magma quelque part, très en colère, souvent pauvre, désindustrialisé. Donc on a un pays qui est en train de connaître véritablement un basculement dans quelque chose de tout à fait inédit. En tout cas, tout à fait inédit de notre vivant, sachant que nous, j'ai envie de dire, on a voulu croire à une Amérique qui nous ressemblait.
Quand je dis ça, je pense notamment à la culture américaine depuis, on va dire, les années 60, 70, 80, qui était fondamentalement, on prend le cinéma, la littérature notamment, même la musique, mais surtout le cinéma et la littérature, fondamentalement marqués par l'héritage européen, avec une très forte présence juive ashkénaze et une très forte présence italienne. C'était l'Amérique, pardon, de Woody Allen, de Philip Roth ou de Martin Scorsese. Mais au fond, cette Amérique aujourd'hui n'existe quasiment plus. Vous avez employé à plusieurs reprises le mot de révolution. Révolution nationaliste, révolution conservatrice. Ça veut dire que il y a un effet de cliquet. Selon vous, on ne retrouvera pas l'Amérique qu'on a pu connaître, où on est vraiment passé à autre chose, ou alors il faudra une contre-révolution. Enfin, ce mot de révolution est quand même très très fort, parce que les révolutions, on les voit pas comme ça, on les voit lorsque peut-être des gens essaient de prendre d'assaut le Capitole, ça a pu y ressembler, enfin en tout cas un pseudo coup d'État. Mais vraiment, j'insiste, pour vous, Trump incarne un phénomène révolutionnaire. Oui, pardon. Est-ce que je peux compléter de manière alors plus circonstancielle, hein, en vous disant qu'on essaie de se rassurer en considérant que les États-Unis restent une démocratie jusqu'à preuve du contraire, qu'il y aura des élections de mi-terme en novembre 2026 et que, le cas échéant, tout ce que l'on vit actuellement de très éprouvant sera une parenthèse, puisque les Américains eux-mêmes pourraient souffrir, sur le plan économique en particulier, de cette stratégie dont on a du mal à penser que si elle réussit, elle réussira d'ici novembre 2026. Je parle en particulier de la réindustrialisation. Non, je ne pense pas qu'on retrouvera l'Amérique libérale, on va dire, de l'après-Seconde Guerre mondiale qu'incarnait encore l'octogénaire Joe Biden. Si Barack Obama était une parenthèse, Biden était vraiment un épiphénomène. Au-delà de l'Amérique de Trump, c'est-à-dire qu'il y a ce que les Américains appellent le pivot, c'est-à-dire que eux ne s'intéressent quasiment plus qu'à l'Asie et à l'Eurasie et en partie à la Chine. Donc le terrain européen pour eux est devenu tout à fait secondaire. Deuxièmement, les guerres justement de la décennie 2000, les catastrophes de l'Afghanistan, de l'Irak, ont convaincu une immense majorité d'Américains de ne plus vouloir intervenir. En tout cas, ils peuvent intervenir épisodiquement, comme ils l'ont fait il y a 15 jours en larguant des bombes sur les centrales nucléaires iraniennes, mais d'aventure extérieure, plus question. Troisièmement, vis-à-vis des Européens, il y a un consensus pour que les Européens se prennent enfin en charge. C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus à défendre l'Europe comme elle devait le faire au début des années 50 face à Staline. Il y a un consensus bipartisan. Et puis l'Amérique vit une révolution populiste. C'est-à-dire que Trump, évidemment, en est l'incarnation à droite, mais à gauche, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des élections, enfin il y a eu et à New York, le candidat. Voilà. Donc là, la mairie de New York. Moi, j'ai entendu pendant 5 mois, avant justement l'élection à New York pour désigner le candidat démocrate, il faut que les démocrates trouvent un populiste. C'est-à-dire que le candidat démocrate à l'ancienne, proche des milieux d'affaires, finalement très centriste, qui a énormément bénéficié des liaisons avec Wall Street, par exemple Hillary Clinton ou même Harris, Biden avaient reçu des fonds énormes du milieu des affaires, était tout à fait pro-business. Ce candidat-là, cette forme de démocrate ne pourra plus percer. En fait. Vous pouvez nous rappeler en 2 mots qui est ce nouveau candidat Alors, ce Mamdani est un très jeune homme, il a 34 ans, il a émergé de nulle part, il a fait une campagne sur TikTok éclair comme tout le monde, il a serré des mains et il est... alors, ce qui est très étonnant pour une ville comme New York, qui reste quand même la Babylone juive, extrêmement pro-palestinien, il est très jeune et surtout, il a fait une campagne sur la cherté de la vie à New York. Ce qui n'est pas complètement stupide quand on connaît les coûts de la vie à New York. Il se définit, je crois, comme socialiste. Et il se définit comme... Aux États-Unis passe pour une forme de trotskisme. Ce qui a longtemps été une insulte aux États-Unis, et ce qui aujourd'hui passe, socialisme à l'américaine. C'est-à-dire qu'on part de tellement loin dans une ville comme New York qu'effectivement, c'est presque du bon sens, certaines des mesures qui préconisent. Mais c'est surtout un style, en fait.
C'est surtout un style qui rompt avec le côté justement notable et beaucoup plus âgé du camp démocrate des dernières élections. Et donc on voit l'émergence d'un populisme aussi à gauche. C'est un populisme, mais en même temps c'est un populisme parfois très intellectuel. On voit le vice-président, J.D. Vance, semble être un homme structuré intellectuellement. C'est quelqu'un qui avait fait un livre assez impressionnant où il racontait sa jeunesse, son enfance dans les milieux très défavorisés et qui quand même arrive avec une vision du monde très construite, un conservatisme très construit. Est-ce que ça aussi, ça fait peut-être... Il n'y avait pas beaucoup d'idéologie dans la vie politique. Enfin, il y avait peut-être une seule idéologie dominante, mais il n'y avait pas d'affrontement idéologique aussi fort. Maintenant, il y a vraiment des affrontements idéologiques très forts dans la société américaine. Alors, oui et non. Je viens de lire dans le Financial Times de ce week-end une interview, à lunch with Steve Bannon, donc l'éminence grise de Trump, qui vient de sortir de prison, qui est toujours aussi revanchard, qui a un podcast à lui, enfin ils ont tous des podcasts. Et il disait quelque chose d'assez intéressant, différentes choses intéressantes, et il disait notamment par rapport à ce Mamdani dont on vient de parler, qu'au fond, ils étaient d'accord sur au moins la moitié des choses. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient le même diagnostic. Ils n'étaient pas d'accord sur les solutions à apporter aux problèmes qui se présentent à la société américaine, mais ils voyaient les choses de la même façon. Donc à la fois, il y a une forme de consensus justement chez les populistes, et d'ailleurs on le voit partout, en France aussi, le populiste d'extrême droite et le populiste d'extrême gauche, finalement, ils ont des diagnostics assez communs, ils ne sont pas d'accord sur les solutions. Donc aux États-Unis, on le constate également. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'évolution du vice-président américain, qui est très jeune, qui a 40 ans, J.D. Vance, est très intéressante. Effectivement, il vient d'un milieu ultra défavorisé, c'est vraiment un plouc de l'Amérique profonde, avec une famille totalement dysfonctionnelle, qui s'engage très jeune dans l'armée américaine, qui part en Irak, justement. Il est non combattant, mais il va voir justement la faillite totale de cette entreprise. Et ses premières réflexions vont commencer justement à partir de l'Irak. Et il se demande pourquoi est-ce que l'Amérique consacre des milliards et des milliards à vouloir instaurer la démocratie en Irak, alors que des régions entières, dont la sienne, sont en train de s'écrouler. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme souvent, lorsque vous êtes dans l'armée, vous avez des passerelles pour entrer dans des grandes universités. Et Vance va entrer à Yale. Et à Yale, c'est un bosseur, c'est un homme curieux qui évidemment est intelligent, et il va tomber sous le charme du fameux Peter Thiel, qui est l'un que vous devez connaître, qui est l'un des grands business angels de la Silicon Valley depuis très longtemps, qui a participé à la création de PayPal, Facebook, il y a cette société incroyable, ultra puissante qui s'appelle Palantir, qui fait du renseignement privé, donc un homme ultra puissant, et qui par ailleurs est aussi un intellectuel, qui a une vision extrêmement forte de la société. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs, l'une des grandes influences de Peter Thiel, c'est le français René Girard. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est de voir que les deux camps en Amérique aujourd'hui, quelque part, ont été formés par des penseurs français. À droite, vous avez l'influence immense de René Girard, qui était notamment à Stanford, où était Peter Thiel, et à gauche, vous avez toute la pensée, la déconstruction de Derrida, de Foucault. Donc en gros, peut-être que la France a réussi à déstabiliser totalement l'Amérique sans le savoir et sans le faire exprès, mais je pense qu'aucune puissance n'a autant déstabilisé l'Amérique que la France. Je referme la parenthèse avec ces penseurs. Donc j'en reviens à Vance, donc il tombe sous l'influence de Thiel, qui le repère, qui voit qu'il y a un grand potentiel chez lui, et la grande marotte, bonsoir, la grande marotte de Thiel, c'est la stagnation. C'est-à-dire qu'en fait, il considère que les sociétés occidentales, et notamment la société américaine, depuis des décennies, stagnent. Il y a quelque chose qui ressemble vraiment à la pensée ultra-conservatrice des années 20 en Europe. Je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Oswald Spengler, qui a écrit le déclin de l'Occident. Et au fond, Peter Thiel a une vision assez proche de Spengler. C'est-à-dire que malgré les progrès technologiques, malgré Internet, malgré la mondialisation, les sociétés stagnent et au fond, surtout, elles n'ont plus aucun but, elles n'ont plus aucun objectif.
les élites qui sont formées à Yale, Princeton, Harvard ou dans toutes ces grandes universités, finalement, finissent par trouver des jobs qui n'ont aucun sens véritable. Et donc, la société quelque part, est totalement bloquée. Et donc, Thiel, qui non seulement est un grand homme d'affaires, un grand investisseur, mais c'est aussi un penseur qui développe une vision de la société, une vision extrêmement radicale. C'est-à-dire que cette démocratie telle qu'elle fonctionne, il faut la casser. Les élites telles qu'elles fonctionnent, il faut les détruire. Et il faut passer à une autre société. Et donc Vance, comme d'autres, va tomber un petit peu dans l'escarcelle de Thiel. Et on voit l'évolution finalement d'un jeune bouseux, véritablement, qui passe par l'Irak, qui se rend compte que l'Amérique est en train de faire fausse route, qui fait des études, qui entre dans ces élites américaines, les élites des grandes universités de l'Ivy League, qui s'y sent bien, mais qui sait que c'est pas vraiment sa place, qui tombe sur un outsider ultra riche, et très intelligent, qui va transformer sa pensée. Et donc, on voit cette révolution MAGA en gestation chez un homme comme Vance, et avec une double détestation. La détestation des élites libérales, des élites démocrates, qui considèrent justement, on va dire sur une échelle de valeurs, que justement ces ploucs du Middle West sont ce qu'il y a de pire, culturellement, socialement, et une détestation aussi des vieilles élites conservatrices, qui prônait la libéralisation du commerce. Ça, c'est très important. Ça, c'est la grande rupture, en fait, MAGA dans la droite, parmi la droite américaine. C'est, au fond, ce sont ces élites conservatrices classiques du Grand Old Party, donc des républicains, qui ont désindustrialisé l'Amérique. Oui, en ça, on a donc bien une forme de révolution conservatrice. On a une véritable révolution. Oswald Spengler, qui était un de ces théoriciens allemands dans les au début des années 20, et qui est il n'est pas un lien direct avec le nazisme, Spengler, mais en tout cas, il fait partie. Il y a toute cette, on va dire, une espèce de filiation qu'on retrouve en général d'ailleurs dans la littérature d'extrême droite, où qu'elle soit, j'ai envie de dire, qui est cette idée profonde de décadence. Et ça, c'est une autre révolution aux États-Unis. Et je pensais à ça quand Brian Wilson, le chanteur des Beach Boys, est mort il y a 15 jours ou 3 semaines. C'est quoi les Beach Boys au fond ? Au fond, c'est cette idée de l'optimisme absolu des États-Unis. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez une chanson des Beach Boys, lorsque vous regardez des images de la Californie des années 60, lorsque vous pensez à Kennedy, lorsque vous pensez à Reagan, lorsque vous pensez à Obama, quelque part, il y a cette idée de l'espoir. Obama a fait campagne sur cette vision de hope, de l'espoir, de l'optimisme, quelque part, un pays continuellement tourné vers l'avenir. Quand on écoute cette nouvelle droite américaine, c'est une vision absolument apocalyptique du monde. Mais le paradoxe, c'est quand même aux États-Unis que s'invente la tech, les technologies les plus performantes, le numérique, Internet, l'intelligence artificielle, c'est de là-bas que ça vient. Donc, nous, en Europe, on est quand même un peu largués par rapport à ça. C'est quand même eux qui impulsent ça, les Chinois courant derrière. Et donc, comment concilier ce sentiment de décadence alors que c'est ce pays-là qui invente les technologies qui sont en train de changer radicalement notre univers. Et le génie ou le mauvais génie de Trump, c'est d'avoir réussi à concilier les deux jambes, quelque part, de ce mouvement MAGA. C'est-à-dire qu'à la fois cette vision décadentiste de la société américaine, du monde en règle générale, que pourrait incarner Bannon, et de l'autre, ces sociétés, comme on les appelle aux États-Unis, ces oligarques, justement, les tech bros, qui, eux, sont toujours tournés vers l'avenir. Mais alors, mis à part Mark Zuckerberg, qui lui reste visiblement extrêmement optimiste, un homme comme Peter Thiel n'est pas optimiste. Ce sont des gens qui, à la fois, quelque part comme des hamsters dans une roue, sont obligés de tourner toujours plus vite et donc d'aller toujours plus loin dans les recherches sur l'intelligence artificielle, sur le métaverse, etc. Mais qui, d'un autre côté, préparent aussi leur sortie au cas où ça se passe vraiment mal. C'est-à-dire, tous ces hommes ont acheté des propriétés, qui en Nouvelle-Zélande, qui sur une île artificielle, qui à Hawaï. Zuckerberg a un véritable domaine à Hawaï.
il a acheté toutes les maisons, tous les terrains autour. Un refuge, au sens propre. Un refuge, littéralement. Il y en a, c'est la Nouvelle-Zélande. Il y a une île au large de la Floride. Vous avez 89 habitants, dont Jeff Bezos, Ivanka Trump, Jared Kushner, donc le gendre. Donc ils vivent totalement séparés. C'est une île qui est surveillée par une société israélienne ultra tech, ultra performante, où par ailleurs patrouillent des hors-bords pour protéger. C'est-à-dire que personne ne peut avoir accès à cette île. Donc, c'est-à-dire que vous avez une sécession de ces gens qui préparent l'avenir, qui nous font entrer dans l'avenir à une vitesse délirante, mais qui ne s'intègrent plus à la société. Ils sont ailleurs. C'est, encore une fois, l'exemple le plus éclairant pour moi, c'est ce mariage délirant à Venise il y a 10 jours. On est dans un autre monde. Quel est le poids de la religion aux États-Unis aujourd'hui? On a donc maintenant un pape d'origine un pape américain. On sent les courants évangéliques ont toujours été très forts, mais on sent qu'il y a un catholicisme très identitaire qui s'affirme. Comment vous voyez les choses? Quelle est vous citiez René Girard, qui est un théoricien catholique. Donc, quel est le poids de ça dans le débat américain pour ou contre d'ailleurs Trump, parce qu'on sent un pape à la fois conservateur sur la liturgie, mais sans doute plus progressiste en termes sociaux. Comment vous voyez les choses? Moi, je ne suis pas un spécialiste par rapport à ça. En tout cas, ma sensation, c'est que pendant très longtemps, on a fantasmé une droite américaine ultra-religieuse, très très dure. Et effectivement, les mouvements évangéliques étaient très puissants à l'époque de Bush Junior, il y a une vingtaine d'années. Là, aujourd'hui, je dirais que ça ne se passe pas sur le terrain de la religion. Au fond, les choses se sont... effectivement, il y a un catholicisme qui était un peu plus présent qu'autrefois. Vance s'est converti au catholicisme, comme quelques autres, mais ça se joue pas au niveau de au niveau religieux. C'est pas une espèce de grand réveil religieux comme on a pu le craindre encore une fois il y a 20 ans. Mais ça, c'est mon sentiment. Je suis pas un spécialiste de cette question-là. Alors, pardon. En face, vous étiez pendant 6 mois sur un campus américain. Les campus américains ici ont une réputation assez mauvaise d'être les temples du wokisme. Comment avez-vous vécu ça au quotidien? D'abord, qu'est-ce qu'il en est? Racontez-nous un peu. Et est-ce que ce sont vraiment des pôles très contestataires et également très radicalisés de l'autre côté? Alors, il faut vous imaginer une veste en tweed au mois de novembre. Princeton, c'est une veste en tweed au mois de novembre. C'est extraordinairement confortable, c'est feutré, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Princeton est très particulier. Princeton, c'est une petite ville dans New Jersey qui est 80 km à peu près de New York. Et Princeton a la réputation d'être une grande université relativement conservatrice. En tout cas, c'est une très vieille université qui a été créée au XVIIIe siècle. Et pendant longtemps, ce sont les fils des grands planteurs du Sud, pour des raisons géographiques, qui allaient à Princeton. C'est assez intéressant parce qu'il y a un mur avec notamment les photos des anciens de Princeton. On trouve Michelle Obama, on trouve Jeff Bezos, David Remnick, le patron du New Yorker, enfin bref. Donc, ce sont des élites, c'est une université d'élite évidemment, mais encore une fois, qui n'a rien à voir avec Berkeley, qui est très connu depuis les années 70, temple de la contestation, rien à voir avec Columbia. Des 2 dernières années, rien à voir même avec Harvard, rien à voir avec Penn State. Donc c'est une université relativement calme, qui a toujours été plus calme que les autres. Donc je n'ai pas été confronté à l'hostilité woke pour un mâle blanc hétérosexuel de 50 ans. Je n'en ai pas souffert. Et au contraire, j'ai eu des dialogues assez francs, assez ouverts avec mes étudiants, dans la mesure aussi où moi, j'avais pas d'enjeu. C'est-à-dire que moi, j'étais invité 6 mois, j'ai pas l'intention de faire carrière dans l'université américaine. Ce qui m'a frappé chez mes étudiants, peut-être, c'est quelque part parfois une forme d'autocensure. J'avais 2 cours. J'avais un cours sur l'histoire de la culture européenne et j'avais un autre cours de littérature française qui était aussi un atelier d'écriture. Donc ils écrivaient en français. Et selon les sujets,
il y a certaines choses que les étudiants ne se permettaient pas. Et ça, j'ai trouvé ça très étonnant. Je vous donne un exemple assez concret. J'ai évidemment consacré une séance à la littérature postcoloniale, mais j'ai choisi un auteur particulier qui est Albert Memmi. Je ne sais pas si vous connaissez Albert Memmi. Albert Memmi, c'est intéressant parce que c'est un juif tunisien qui a milité pour l'indépendance de la Tunisie, mais qui s'est retrouvé dans une espèce de triangle identitaire extrêmement complexe. Et donc j'ai voulu leur présenter justement un auteur qui n'était pas, il n'y a pas une réflexion trop binaire, mais quelqu'un justement qui avait un positionnement assez intéressant, assez complexe par rapport à la situation. Et un des étudiants devait écrire justement une espèce de mini-nouvelle post-coloniale, et il voulait écrire, un jeune homme qui voulait écrire, en se mettant à la place, je ne sais pas pourquoi, d'une jeune Kenyane. Et puis au bout d'un moment, il n'a pas rendu son texte, je lui ai demandé mais pourquoi, il m'a dit mais je ne peux pas écrire, je ne peux pas être une jeune Kenyane. Je lui ai dit mais pourquoi pas? Il m'a dit mais j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de m'approprier. Donc je lui ai dit que c'était peut-être assez risqué d'écrire en tant que jeune Kenyane, mais qu'il avait tous les droits, enfin que la littérature justement permettait ce genre de choses. Donc ils ont intégré ce genre de choses, mais au fond, ce qui m'a le plus frappé chez mes étudiants, c'est... Il s'interdirait d'écrire Madame Bovary. Ah, ça c'est certain. Tant mieux pour Madame Bovary d'ailleurs, mais vu leur niveau de français ou de culture en règle générale, sont des jeunes gens très intelligents, mais fondamentalement incultes, même à Princeton. C'est assez impressionnant. Ah oui. Parce que ici aussi, on parle beaucoup de l'effondrement du niveau scolaire. Les résultats du bac ont été à la fois brillants et consternants. Non, mais vous avez vraiment noté ça? J'ai noté ça et j'étais obligé de noter mes étudiants comme visiblement on est obligé de noter ceux qui passent le bac en France. C'est-à-dire ça ressemble de plus en plus à une élection en Albanie à l'époque de Kadaré. C'est-à-dire que... Non mais j'ai des étudiants qui m'ont appelé, qui m'ont écrit parce qu'ils n'étaient pas contents de leurs notes, c'est-à-dire qu'ils négocient leurs notes. Et au fond, les professeurs des grandes universités américaines sont les concierges privés des étudiants qui payent des fortunes. C'est ce que j'allais vous dire. Vu la somme qu'ils payent, ils en attendent un retour. Oui, le professeur est vraiment le concierge. C'est-à-dire, il faut leur dire quoi lire, quelle page, il faut les bichonner, il faut tout leur expliquer. C'est moi qui suis un adepte de la méthode prussienne, j'étais un peu désarçonné, mais bon, je m'y suis fait, je suis sorti vivant, sans procès aux fesses de Princeton, donc tout va bien. Mais ce qui m'a le plus frappé chez les étudiants, mais en règle générale dans la société américaine, au fond, c'est l'indifférence. Et ça, c'est quelque chose qui touche toutes les démocraties, au fond. Et c'est aussi le mauvais génie de Trump, c'est-à-dire que, effectivement, quand on parle révolution, en tout cas dans notre imaginaire français, la révolution, c'est une espèce de tsunami. Il y a un jour avant, il y a un jour après, et au milieu, le palais en flammes, le roi, le président en cavale, etc. Là, non, c'est vraiment la technique du saucisson qui était chère à celle de Staline. C'est-à-dire que vous ne faites pas avaler la saucisse en entier, mais des petits bouts tous les jours à un rythme totalement qui s'accélère, en fait, au fur et à mesure. Et ce qui m'a frappé, oui, c'est au fond, c'est l'indifférence des étudiants. C'est-à-dire que même à Princeton, il y a eu, par exemple, des manifestations, un sit-in l'année dernière par rapport à la guerre à Gaza, mais je n'ai pas vu une banderole, une pancarte sur le campus par rapport à la politique de Trump. Princeton étant visé, comme toutes les grandes universités, par des réductions de budget. Alors, on parle moins de Princeton que de Columbia, par exemple, mais l'administration Trump va ou a supprimé, je ne sais plus où on en est exactement, 10% du budget, quand même 200 millions de dollars de programmes fédéraux. Et au-delà de la question des universités, en règle générale, la façon dont se déroule la politique américaine aujourd'hui, il n'y a pas eu de manifestation. J'ai jamais surpris les étudiants en train d'en parler. Mais en règle générale, à New York, vous rencontrez des amis dans des dîners, que sais-je, si vous n'interrogez pas les gens, ils ne parlent pas de politique. Et l'indifférence est déjà quelque chose. J'ai relu pour ma prochaine chronique, dernière chronique pour Le Point sur justement cette expérience américaine, j'ai relu de longs passages de Tocqueville, la fameuse de la démocratie en Amérique. Et lui voyait deux dangers principaux à cette jeune démocratie américaine. La première, c'était l'absence de régulation. Et là, dans ce cas-là, c'est-à-dire que cette mentalité de
de pionniers, de défricheurs, de chercheurs d'or, en fait, pouvaient n'avoir aucune limite. Et c'est aussi ce qui est en train de se passer. Et deuxièmement, il considérait l'indifférence. C'est-à-dire qu'au fond, lui qui était un aristocrate désargenté, expliquait que dans ce nouveau régime qu'était la démocratie, les gens n'étaient plus liés entre eux. Il n'y avait plus cette idée de lignée, cette idée de, quelque part, de service entre différentes classes sociales. Que la démocratie, il disait que le principe fondamental de la démocratie américaine, c'était la condition d'égalité. Cette condition d'égalité isole les individus. Au fond, l'homme devient un individu. Donc là, on est dans les années 1830-1840 aux États-Unis. Et au fond, ce qui meut l'individu américain, déjà à l'époque, c'est son propre intérêt, ses petites affaires. Et il notait déjà que l'un des grands dangers dont pourrait éventuellement profiter un autocrate, un dictateur, un tyran, c'était justement cette forme d'indifférence. Et moi, je l'ai rencontré, cette indifférence. Et je pense que c'est ce qui frappe tous les Européens, notamment les Français. C'est, au fond, vous l'avez vu, il y a eu quelques manifestations, mais à l'échelle des États-Unis, c'est quasiment rien. On attendait autre chose. Tous les gens que j'avais par message au téléphone pendant les 2-3 premiers mois, les gens me demandaient « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne réagissent pas ?» Donc il y a cette forme d'indifférence. Et je pense qu'on peut l'expliquer par plusieurs facteurs, mais moi j'en vois un ou deux peut-être plus importants que d'autres. La première, c'est qu'il n'y a pas de précédent en fait dans l'histoire récente des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont jamais été confrontés à ce genre de crise démocratique. Ils sont habitués aux crises économiques, aux crises financières. Ça s'écroule, ça remonte, ça s'écroule, ça remonte. Ils savent gérer ce genre de choses. Ils sont très proactifs. Mais d'un point de vue démocratique, d'un point de vue politique, les États-Unis n'ont jamais connu ça. Peut-être jamais connu ça du tout de leur histoire. Première chose. Donc les gens sont désarçonnés. Deuxièmement, comme l'a expliqué une collègue, c'est que les gens n'ont pas l'habitude de manifester. Les gens ne manifestent jamais ou quasiment jamais aux États-Unis, notamment sur des raisons politiques. Là, on retrouve un peu l'idée de l'absence de précédent, mais surtout parce qu'en fait, on ne peut pas quitter son boulot comme ça une après-midi pour manifester. Celui qui fait ça est viré du jour au lendemain. Et comme le quotidien est une véritable lutte pour l'immense majorité des Américains, ils ont vraiment le nez dans le guidon. Et par ailleurs, et c'est ce qu'un autre ami dénomme le syndrome, comment il appelait ça, on va appeler ça le syndrome Trump. C'est-à-dire qu'en fait, certains sont atteints du syndrome Trump, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient un autocrate, ils voient un dictateur. Et d'autres leur disent, mais pas du tout, c'est vrai, la vie quotidienne n'a absolument pas changé. Les gens font exactement, consomment de la même façon, partent en vacances. On n'est pas du tout dans une autocratie type, évidemment, au XXe siècle. Et autre chose par rapport au précédent historique, c'est que les Américains, quand ils sont vaguement cultivés, ils pensent à Hitler et à 1933. Et donc, évidemment, les États-Unis de 2025 ne ressemblent en rien à l'Allemagne de 1933. Donc, ça ne fonctionne pas. Et les gens sont désarçonnés, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, vous avez ce mélange d'indifférence et, au fond, aussi d'impuissance. Après cette description, ce spleen américain, quand même, j'en reviens au tout début de ma première question. Est-ce que vous pensez que ça pourrait nous arriver, ce genre de choses, en Europe, sachant qu'on a coutume de dire que ce qui se passe aux États-Unis en termes d'évolution sociale, politique, sociétale, nous arrive 10 ou 15 ou 20 ans plus tard. Est-ce que vous pensez que c'est notre futur, un de nos futurs est peut-être en train de se dessiner outre-Atlantique? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que le mouvement MAGA, il a deux jambes. Il a ce mouvement à la fois hyper conservateur qu'incarne Steve Bannon, qui est très lié aux populistes européens, qui regarde plutôt en arrière. C'est toujours cette idée de l'âge d'or qu'on retrouve chez tous les populistes. Et donc ces mouvements existent et sont très forts en Europe, évidemment. Mais la deuxième jambe, c'est-à-dire les tech bros, ces entrepreneurs multimilliardaires, richissimes, qui font sécession, eux n'existent pas en Europe. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est très étonnant avec le mouvement qu'a fédéré Trump, c'était à la fois un mouvement qui regarde derrière et qui se projette devant. En Europe,
les populistes regardent essentiellement derrière. Et donc, à mon avis, on ne peut pas avoir l'équivalent du mouvement MAGA en Europe parce qu'il manque, on n'a qu'une jambe. C'est un MAGA unijambiste ou un méga Make Europe Great Again unijambiste qui, à mon avis, n'ira pas très loin. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est pour ça aussi que le MAGA encourage le méga. C'est-à-dire qu'au fond, si cette révolution passe en Europe, on est des pays moyens ou des pays de petite taille, aux populations très vieillissantes. Le méga signifiera une toute petite Europe. Et c'est l'intérêt justement de cette Amérique-là, qui est une Amérique nationaliste et qui voit quand même en l'Union européenne un sérieux concurrent. C'est une toute petite Europe. Une Europe nationaliste, recroquevillée sur elle-même, qui n'a pas la puissance financière. Arrimée à MAGA. Arrimée ou tout simplement suffisamment affaiblie pour que cette Europe n'ait plus rien à dire, ne soit pas capable de vouloir taxer ou de réguler les grandes entreprises tech européennes, par exemple, qui est l'un des dadas de l'administration Trump. Et c'est pour ça aussi que les entrepreneurs tech ont fait allégeance à Trump. Et donc moi, je vois pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Avant, je crois qu'on va pouvoir à un moment faire passer un micro pour que des gens puissent poser des questions, intervenir, etc. Je voudrais vous interroger sur 2 autres régions du monde que vous connaissez bien. L'Argentine et le Moyen-Orient. L'Argentine, vous avez écrit un livre sur Joseph dans vos notes. Ah non, je croyais Maradona. Pardon? Non, je croyais que vous parliez de Maradona et que vous cherchiez dans vos notes le nom de Maradona. Pardon. Je me souviens d'un de vos articles dans Le Point où vous étiez allé en Argentine juste après l'élection de Milei, où vous racontiez comment vous n'aviez, d'ailleurs, c'était très, très amusant d'un point de vue journalistique, comment vous n'aviez pas réussi à rentrer en contact avec son équipe. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe en Argentine, ce libertarianisme à la tronçonneuse. Et puis ensuite, vous avez donc fait ce livre, Mésopotamia, et le Moyen-Orient reste quand même un sujet extrêmement chaud pour nous. Comment vous avez vécu ça depuis les États-Unis? Comment vous avez vu l'évolution des choses, la guerre à Gaza, l'Iran, etc.? Alors, l'Argentine il y avait une anecdote, une espèce de petite blague sur l'économie argentine pendant très longtemps, qu'il y avait 4 types d'économies dans le monde au XXe siècle: l'économie capitaliste, les économies socialistes, l'économie du tiers-monde et l'économie argentine. Donc l'économie argentine, c'est un espèce de mystère pour la terre entière. Et Milei, qui est effectivement un obscur et agressif professeur d'économie très médiatique, a réussi à prendre le pouvoir à la fin de l'année 23 dans un contexte marqué par quelque chose comme 300% d'inflation, une dette extraordinaire, une corruption hallucinante. Quand j'étais en Argentine, donc il y a un peu plus d'1 an, est-ce que vous savez le nombre de contribuables en Argentine, sachant que la population argentine est de 47 millions? Un chiffre. Je crois qu'il n'y en avait même pas 80 000. Et ce sont essentiellement des employés étrangers de grandes firmes multinationales qui n'ont pas d'autre choix que de déclarer leurs revenus au fisc argentin. Donc c'est un contexte ultra particulier, un pays qui ne vit que d'amour et de chaos, j'ai envie de dire. Et donc Milei est arrivé dans ce contexte-là. Visiblement, du point de vue macroéconomique, ça marche plutôt bien. Et de l'autre, il appartient justement à cette famille, on va dire, la culture MAGA. Mais lui, par exemple, il est totalement opposé aux tarifs douaniers. Lui, c'est un libre-échangiste absolu. C'est un néolibéral à l'ancienne. Ils ont des convergences sur la politique étrangère et à peu près la même vision du monde de la culture.
C'est-à-dire qu'en gros, il faut casser toute forme de culture qui ne s'inscrirait pas dans une certaine ligne. Mais est-ce qu'il est en train de réussir ? Alors, le jour où... moi, j'adore l'Argentine. Je suis passionné, j'ai une véritable passion pour ce pays. Parce que l'Argentine, un jour, pourra sortir du chaos qu'il a fait vivre. À la fois, j'ai envie de le croire et d'autres de ne pas le croire. Parce qu'on voit des choses étonnantes en Amérique latine. On a le cas de l'Argentine, on a aussi le cas du Salvador, avec ce président Bukele qui a décidé de qui a été reçu comme mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de rétablir l'ordre et la loi et l'ordre. Et manifestement, ça marche. C'est sûr que les prisons salvadoriennes marchent à plein pot, ça c'est certain. Ils sont assez populaires parce que c'est des situations très particulières. C'est-à-dire qu'ils appartiennent tous au même camp, mais il faut entrer dans l'économie, dans la société salvadorienne pour comprendre Bukele. Pareil pour l'Argentine, pareil pour Trump. Mais effectivement, je ne suis pas du tout un spécialiste du Salvador, mais enfin, tout le monde connaît les gangs salvadoriens. Il y avait une espèce d'anarchie totale. Et donc, oui, on attendait à un moment que tout ça se resserre. L'Argentine, c'était l'inflation. Quand vous avez 3% d'inflation, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez rien prévoir. Vous ne pouvez pas faire de plan de vie. C'est-à-dire que votre vie, vous la gérez littéralement au jour le jour. Et donc, les Argentins attendaient autre chose. Donc vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Mésopotamia, qui raconte les premières interventions occidentales, britanniques en l'occurrence, dans cette région du monde au moment de la Première Guerre mondiale. C'est pas les premières. C'est pas les premières. Je dirais que les premières sont les croisades ou alors Napoléon. Absolument, Napoléon. Disons au XXe siècle, c'est celles qui vont remodeler le visage du Moyen-Orient au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et un siècle plus tard, quel regard vous... D'abord, pourquoi vous avez fait ce livre, Mésopotamia ? Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cet épisode historique ? Et quel regard vous portez un peu sur l'évolution actuelle de la région ? J'ai écrit Mésopotamia parce que j'ai découvert cette femme exceptionnelle qui s'appelait Gertrude ou Gertrude Bell. L'ancien rédacteur en chef de la Tribune est ici, Philippe Mabi, et il sait que je m'occupais du pétrole et du Moyen-Orient au moment de la guerre en Irak, justement en 2003, et j'ai découvert cette femme à ce moment-là. Quelque part, elle avait été ressuscitée par la presse britannique parce que c'est à elle qu'on doit la création du royaume d'Irak au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et j'étais fasciné par le parcours déjà d'une femme. Aucune autre femme n'a eu une telle importance géopolitique, stratégique à l'époque. Deuxièmement, elle avait un parcours personnel tout à fait étonnant, issu d'une famille richissime, l'une des premières à avoir été diplômée d'Oxford, exploratrice, alpiniste de très haut niveau, une montagne porte son nom en Suisse, la Gertrude Spitze, grande amie, ou peut-être meilleure amie de Lawrence, le fameux Laurence d'Arabie, et puis ce rôle d'espionne, sa proximité avec Churchill, et puis sa fin tragique. Donc elle avait tout d'une grande héroïne romanesque, classique d'un roman britannique du 19e siècle. Et donc je me suis intéressé à elle, probablement parce que j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, notamment à la London School of Economics. J'avais un cours sur l'histoire du Moyen-Orient et j'avais rencontré un homme qui s'appelait Wilson. Là, on est en 96-97, donc il y a presque 30 ans. Et ce monsieur Wilson avait travaillé dans l'administration britannique en Transjordanie dans les années 40. Avec le Major Gloob. Et donc, ce personnage m'avait intrigué. J'ai beaucoup voyagé dans la région. Alors, après le Moyen-Orient, après la Tribune, je suis parti en Allemagne. J'ai fait des choses tout à fait différentes. Je me suis beaucoup plus intéressé à l'Europe. Mais quelque part, Gertrude Bell devait toujours être là, quelque part. Et à la faveur d'un roman de Jean Rollin qui s'appelait Hormuz, consacré à différents explorateurs britanniques au Moyen-Orient, le nom de Gertrude Bell est apparu sur une page.
Et là, j'ai couru chez Grasset. Je leur ai dit, mais en fait, j'étais parti sur autre chose. Et j'avais montré notamment une photo qui a été prise en mars 1921 au Caire. En mars 1921 au Caire, s'est tenue une conférence, la conférence du Caire, sous le patronage de Churchill, qui à l'époque est le haut secrétaire d'État aux colonies, et qui a réuni tous les plénipotentiaires britanniques au Moyen-Orient pour définir ces fameuses frontières. Parce que vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous voyez qu'elles sont tracées à la règle. Ces fameuses frontières dont on parle toujours aujourd'hui, justement, ce qui fera le lien avec la suite de votre question. Et sur cette photo, donc, qui a été prise à l'issue de cette conférence, vous avez Churchill au centre, Lawrence derrière, qui est son conseiller, et vous avez une femme parmi 40 hommes. Et donc cette femme, c'est Gertrude Bell. Et donc c'est comme ça que cette histoire a commencé. Donc voilà pourquoi j'ai écrit Mésopotamia. Deuxièmement, je trouvais qu'il était fascinant de raconter à travers justement le parcours d'une femme, au fond, comment se met en place le monde dans lequel on est en train de sortir. C'est-à-dire la deuxième mondialisation, la deuxième révolution industrielle, l'économie pétrole, et comment le Moyen-Orient revient au centre du jeu géopolitique, redevient le nombril du monde après 5 siècles d'éclipse et suite à la découverte des Amériques. Premièrement. Deuxièmement, comment je vois la région, je dirais que je la vois un peu malheureusement comme tout le monde. C'est-à-dire que si on compare avec l'Europe, les Européens ont commencé à sortir de leur guerre fratricide, pluriséculaire, à partir du moment où en fait, ils ont été lassés, ils étaient allés trop loin. Au Moyen-Orient, et notamment entre Israël et ses voisins, on est toujours dans cette logique-là. Et donc, malheureusement, c'est assez peu étonnant, au fond. Après, il y a une restructuration totale du Moyen-Orient qui est en cours. Le 7 octobre a fait littéralement voler en éclats la région. Et au fond, c'est un petit peu comme tout le reste. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est sorti d'un monde qui, au fond, était celui de l'ordre libéral post-1945, dont les États-Unis étaient le gendarme, le pilier principal. Les États-Unis aujourd'hui n'en veulent plus parce qu'ils considèrent que cet ordre-là est un obstacle à leurs intérêts nationaux. Et ça, c'est fondamental, il faut que les Européens le comprennent. C'est un obstacle aux intérêts nationaux américains, que d'autres puissances ont émergé, qu'elles sont agressives, qu'elles ont un compte à régler avec l'Occident, ça c'est une évidence. Et donc on est dans cette période d'interrègne dont on ne connaît plus vraiment les règles, si ce n'est que ça ressemble de plus en plus à une jungle, en fait. Et effectivement, les Européens, un autre sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez écrit un livre sur les... Pardonnez-moi, son titre m'échappe, mais un tour d'Europe. Le Grand Tour. Oui, le Grand Tour d'Europe. Voilà. Grand Tour. Avec des contributions d'auteurs de chacun des 27 États membres de notre Union. Je regarde l'heure, je crois qu'on a encore un peu de temps pour faire passer un micro, prendre des questions, des réactions. Ouais, je vois des mains qui se lèvent. Voilà. Salut Olivier, Philippe. Donc, je suis un peu obligé de poser une question. Quand tu étais avec moi à la tribune, on avait plus de cheveux. En tout cas, c'est sûr. Tu avais une chevelure. Un autre univers, oui, absolument. Magnifique. Donc voilà, je suis ravi je suis venu te voir parce que j'admire beaucoup ton travail. Et j'avais une question. Vous avez reçu ici Daron Poli il n'y a pas longtemps. Je veux savoir si tu avais lu son livre, si tu enfin, le diagnostic est un peu le même. Au-delà de l'Amérique, peut-être de se poser la question, tu viens de l'esquisser, c'est quoi la suite de l'histoire pour l'Europe? Est-ce qu'il y a encore un destin pour l'Europe dans ce monde-là? Est-ce qu'on est armé? Puisque dans ce monde sans règles, on a l'impression que même si on parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup, mais on agit peu. Ouais, ok. Merci beaucoup pour la présentation. La discussion est effectivement très riche. Merci pour votre vision de ce qui se passe aux États-Unis. Quand vous avez mentionné que ça fait 15 ans le semestre que Trump est au pouvoir, moi j'étais assez surpris. J'ai pensé que ça fait déjà des années.
tellement les nouvelles avancent vite. J'aimerais poser la question. Effectivement, on voit que les États-Unis, post-Deuxième Guerre mondiale, s'est trouvé dans une position assez, on va dire, privilégiée. Avec l'Europe faible et plus de concurrents, le deal était États-Unis nous protègent et on permet à eux de s'installer comme un pouvoir mondial quasiment non contesté. Et aujourd'hui, on voit effectivement un grand shift, comme vous avez dit, le pivot vers le nationalisme des États-Unis. Moi, je suis l'Ukrainien, de mon point de vue, et il se tire un peu dans le pied. Mais est-ce que cette menace qui nous touche quand même tous n'est pas plutôt une opportunité pour l'Europe de step up et avec les États-Unis affaiblis, de prendre plus de responsabilités et plus de pouvoir à l'échelle nationale? Qu'en pensez-vous? Merci. Je vais peut-être répondre. Les deux questions sont assez proches, hein, puis finalement, les deux questions se rejoignent. Elles concernent l'Europe. Je pense que les Européens, aujourd'hui, compte tenu de leur capacité militaire, ont intérêt à gagner du temps. Donc, ce qui expliquerait les courbettes à Trump, la façon dont il est reçu, les précautions, les cadeaux, que sais-je, lorsque chaque dirigeant européen se retrouve dans ce bureau ovale qui est un bureau ovale doré désormais, comme tous les autocrates. Donc ça, c'est compréhensible compte tenu de l'impréparation des Européens. Mais si les Européens pensent qu'il ne s'agit que d'une parenthèse, là, dans ce cas-là, ils se trompent à mon avis, mais totalement. L'Amérique a changé. Et Trump n'est que le nom, je dirais presque la marque d'un changement majeur. Comme j'en ai parlé au début, qui est en germe depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on voit en Europe que les choses sont extrêmement serrées. Prenons l'exemple des 2 dernières élections dans 2 grands pays d'Europe orientale, la Roumanie et la Pologne. On voit que ça se joue à rien, que finalement la Roumanie a échappé à un candidat populiste venu de nulle part, c'est-à-dire de TikTok, pro-russe, anti-Ukraine, etc. On a vu que l'élection en Pologne, ça a été le contraire, ça s'est joué à quasiment rien. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment 2 camps, il y a 2 tendances extrêmement fortes. Je pense que personne ne peut savoir aujourd'hui de quel côté la pièce va tomber. Oui, dans l'absolu, c'est une chance pour l'Europe. C'est une chance parce que enfin les Européens ouvrent les yeux et vont. Je pense que oui, c'est une chance finalement d'être indépendant, de prendre en charge sa propre défense. L'Allemagne a un tournant historique. Esquissé très légèrement par Scholz, et aujourd'hui plutôt mis en musique par Merz. Donc indépendance sécuritaire, ce qui n'est jamais mal. On ne peut pas dépendre ad vitam aeternam d'une autre puissance, surtout lorsque cette puissance a des intérêts totalement divergents de la vôtre. Et aussi, finalement, au fond, l'Europe reste le dernier grand continent démocratique. Donc, il y a aussi un attrait de notre vieille Europe. Après, l'Europe a des avantages, a des faiblesses structurelles immenses par rapport notamment à la démographie et surtout, je pense, par rapport à une fatigue. Moi, ce qui me frappe, je tourne énormément en Europe. Au fond, les Européens veulent faire des barbecues. Il y a ce qui est compréhensible, mais il y a une fatigue. Les Européens n'ont plus envie de se battre. Ils savent que ça ne mène à rien, sinon à des catastrophes. Ils n'ont pas le couteau entre les dents, comme les Chinois, comme les Russes, comme les pays arabes, comme cette Amérique de Trump. Et ça va jouer. Ils comprennent même ça plus va qu'on puisse l'avoir. D'où l'idée, d'où le danger, en fait. C'est même pas seulement une paresse, c'est un aveuglement, quelque part. Alors, j'étais pas là ces 6 derniers mois, mais évidemment, j'ai continué à suivre. Quelque part, la teneur des débats est hallucinante, sidérante. En France ou ailleurs. Je vis en Italie. Quand je rentre en Italie, j'ai l'impression de me promener dans une maison de retraite. On commence à travailler à 40 ans, on quitte ses parents à 45, et les gens travaillent jusqu'à 85-90 ans. Ce sont les charmes du régime méditerranéen, mais face à la Chine ou à Trump, c'est peut-être pas suffisant. Donc, je pense que vraiment, ça va se jouer à rien.
C'est-à-dire que l'Europe n'est pas du tout condamnée, mais est-ce que l'Europe aura l'énergie? Est-ce qu'elle aura les leaders suffisamment responsables, mais pour donner aussi une vision extrêmement claire des dangers? Et est-ce que l'Europe va être capable, avoir la volonté de s'émanciper justement du grand frère américain? Ce sont toutes les questions. Donc ça va se jouer à rien, à mon avis, dans les 5 ans qui viennent. Alors, j'ai encore 3 ou 4 mains qui se lèvent. Je pense qu'on a jusqu'à 20h, hein, c'est ça? 20h, donc encore quelques minutes. Voilà. Oui, bonsoir. Merci. Allez-y, posez des questions courtes. Courtes, oui. Comment vous analysez le fait que, côté démocrate, il n'y ait pas de leader qui émerge? Qu'est-ce qui va se passer aux midterms aux élections? Et l'après-Trump, si c'est Vance, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai pas de boule de cristal. On peut essayer de réfléchir ensemble éventuellement. Une des questions qu'on n'a pas abordée, et qui à mon avis est fondamentale, est-ce que l'Amérique est encore une démocratie? On ne va pas l'aborder maintenant, peut-être une autre fois. Mais en tout cas, l'un des éléments qui, moi, m'a énormément marqué, c'est la farce Biden. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une démocratie, même du côté démocrate. C'est-à-dire que l'entourage de Biden savait qu'il n'était plus du tout en état. Je pense que Biden n'avait même plus conscience. Il suicidera, enfin, ça a été, tout le monde l'a vu au moment du premier débat en juillet 24. Mais les démocrates, en dépit de tout, en tout cas le clan, a continué de soutenir la candidature Biden. Donc on a une forme de gérontocratie à la tête justement des 2 partis américains. Mais là, on en a parlé, c'est ce Mamdani, ce New-Yorkais venu de nulle part, qui a 34 ans. Il y a d'autres personnalités plus jeunes. Est-ce qu'elles vont s'imposer? J'en ai pas la moindre idée. Il y a d'autres, il y a le gouverneur de l'Illinois qui est plus jeune, enfin plus jeune par rapport à Biden, mais qui a une 60aine d'années, Pritzker. Je suis pas la politique américaine au quotidien, mais en tout cas les démocrates, s'ils veulent gagner, vont devoir chercher un populiste très solide. Ça, on en a déjà aussi un petit peu parlé. Les midterms, ou est-ce que ce sera Vance? Difficile à dire. Certains militent. Je vous invite à lire cette interview de Bannon dans le FT de samedi. Lui, comme d'autres, milite pour un 3e mandat de Trump, par exemple. Et Bannon dit si Roosevelt a pu faire 3 voire 4 mandats, il a été élu 4 fois, Trump mérite au moins un 3e mandat. Et il place Trump parmi les 3 grands présidents américains. Il y a Washington, qui fonde les États-Unis, il y a Lincoln et il y a Trump. Donc, est-ce qu'ils vont changer la Constitution, l'amendement? Tout est possible. J'entends que beaucoup de démocrates ou de non-républicains s'inquiètent de l'organisation des élections l'année prochaine. J'en sais rien, pas plus que vous. En tout cas, il y a des inquiétudes. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de nuée, en fait, mais qui est alimentée, cette espèce de brouillard est alimenté par l'administration aussi. C'est très difficile de s'orienter, d'avoir une idée claire exactement de ce qui se passe, mais ça fait partie justement du jeu des gens autour de Trump. Allez, on prend encore 2 questions à la file, et ensuite on arrête là. Oui, très rapidement, est-ce qu'il n'y a pas un petit troublion en ce moment qui risque de faire bouger les choses? C'est Elon Musk, parce que il n'a probablement pas les capacités ou les moyens de créer un 3e parti. En revanche, pour les midterms, il pourrait peut-être, parce que vous en pensez, mais faire bouger de quelques points la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Oui, monsieur, là, voilà. Oui, merci. Vous avez dit que l'élite techno-scientifique libertarienne avait un vrai projet politique qui était de détruire notamment le système démocratique traditionnel. Est-ce que vous pouvez préciser un peu comment vous voyez ce projet politique? Alors, par rapport à Musk, alors, historiquement, il y a eu des tentatives de 3e parti, mais qui, en général, n'ont abouti qu'à la défaite du parti dont ils étaient issus. Je pense par exemple à Ross Perot, qui est un exemple très intéressant, hein, Perot en 92, qui va faire perdre Bush père.
C'est-à-dire qui mange des voix au camp dont il est issu et qui fait élire l'autre camp. Musk a des moyens gigantesques, Musk est de plus en plus fou, Musk visiblement a des comptes à régler avec Trump, donc il peut vouloir le faire perdre. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il ira plus loin? Ça m'étonnerait. Et de toute façon, il ne peut pas prétendre à la présidence puisqu'il est né en Afrique du Sud et qu'un étranger, un Américain né à l'étranger ne peut pas prétendre à la Maison-Blanche. Par rapport au... Alors, plus qu'un projet politique, moi je vois surtout vraiment un projet social, sociétal de ces entrepreneurs de la tech. C'est-à-dire que, en gros, on peut imaginer, mais c'est déjà un peu le cas au fond, hein, c'est-à-dire que vous avez au sommet de la pyramide une mini-élite de gens richissimes qui en fait pilotent, tant qu'elle ne leur échappe pas, cette intelligence artificielle. Vous allez avoir des tonnes de gens sur le carreau, des juristes, des notaires, des traducteurs, qui aujourd'hui peuvent être remplacés. Enfin, l'intelligence artificielle fait ce boulot-là en 15 secondes. Et vous allez avoir une espèce de classe d'artisans ou d'artistes qui serviront justement la micro-élite. Et là, on peut y arriver assez rapidement. C'est-à-dire qu'on casse en fait tous les codes, on casse tous les piliers de la société. Une société qui ressemblerait, il y avait un article assez intéressant dans The Atlantic récemment sur une espèce de société néo-féodale, quelque part, avec des grands barons, des oligarques, et puis tout autour une cour de serfs et de gens qui finalement sont là pour les servir, mais qui n'ont plus accès, en fait, dont la voix ne compte plus. Donc, personnellement, c'est ce que je trouve le plus inquiétant, en fait, dans la société américaine. C'est quelque chose de très très fort, et ce sont des gens qui ont acquis une telle puissance, pas seulement financière, mais qui sont au sommet du pouvoir. Quand on connaît un peu l'histoire politique américaine, il y a ce qu'on a appelé le Gilded Age, l'âge doré de la fin du 19e, tout début du 20e. Et vous aviez aussi des barons ultra puissants, les Rockefeller, les Carnegie, les Mellon, ces grandes dynasties. Mais ces gens ne s'occupaient pas directement de politique, ce qui est la différence avec les oligarques. Et deuxièmement, ils avaient quand même une certaine idée de l'intérêt général. C'est-à-dire que lorsque vous baladez à New York, au fond, New York, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est encore une ville extraordinairement marquée justement par les réalisations de ces grands barons. La Frick Collection vient de rouvrir. Frick, c'était un autre baron de la métallurgie. Comme Carnegie, vous avez le Carnegie Hall, vous avez des universités qui ont été créées, des musées. Mellon, c'est tout l'extraordinaire musée à Washington. Enfin bref, ces gens-là, quand même, je ne sais pas s'ils avaient mauvaise conscience, mais quelque part ont contribué au bien public. Je pense que Bezos, Zuckerberg et Musk ne laisseront absolument rien à la population américaine. Donc il y a une grande différence, et surtout à un moment, ces empires-là ont été cassés, ont été scindés en différentes parties. Il en a été question à une époque, mais aujourd'hui il n'en est plus question du tout. Ces empires sont encore plus puissants qu'il y a quelques années. Et bien sur ce grand message d'optimisme, ouais. Je suis un spécialiste de l'optimisme. En fait, je me demandais quel est mon métier, c'est l'optimisme. Nous sommes arrivés, il est 20h05. Non, mais je pense que l'Europe a une vraie carte à jouer, mais il faut regarder le monde tel qu'il est et surtout arrêter d'espérer qu'il revienne à ce qu'il n'a peut-être jamais été au fond. Vous connaissez l'anecdote de Billy Wilder? Allez. Les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes en Californie. C'est vrai. Donc voilà, soyons réalistes, soyons réalistes et on a beaucoup de cartes en main. Olivier Beguez, merci beaucoup. Je crois que vous avez emporté là, vraiment. Les livres d'Olivier Beguez sont en vente libre. Signé, dédicacé, on peut même boire un coup, voilà, pour les gens qui c'est juste à la sortie. Merci beaucoup, c'était passionnant.